Sa main tremblait lorsqu'elle posa le stylo. Pas de peur, se dit-elle, mais parce que ce moment pesait plus lourd que n'importe quelle affaire qu'elle avait jamais signée. Le notaire s'éclaircit la gorge et commença à lire les lignes d'une voix neutre, dépourvue d'émotion, qui pourtant décidait des destins. Vente et transfert de la propriété de la Fazenda Santa Rita. Acheteuse, Maria Clara Silva. Nouvelle propriétaire du terrain, Clarisse Mendes. Quand le nom fut prononcé, le vieux colonel leva les yeux, lentement, comme s'il luttait contre le temps lui-même. Ses yeux étaient moins creux, sa peau pâle, ses épaules trop étroites pour l'homme qui avait autrefois arpenté ces terres comme une loi vivante. Pourtant, à l'instant même où il la vit vraiment, quelque chose s'effondra en lui. Le stylo glissa de ses doigts, claqua sur le sol, et pendant un instant, le silence fut tel que Clarisse entendit le bruit de son propre sang dans ses oreilles. Il la fixa, comme si elle était une apparition qu'on pouvait chasser d'un battement de cils. Ses lèvres formèrent un mot, à peine audible, puis un second. Toi? Sa voix était cassée, mais elle portait le même ton de possession qui l'avait toujours figé enfant. Clarisse ôta ses lunettes noires, non pas de façon dramatique, mais plutôt comme quelqu'un qui retire une dernière couche de protection parce qu'il ne sert plus à rien de se cacher. Son regard resta ferme. Pas de triomphe, pas de hâte. Juste cette froide clarté que l'on acquiert quand on a survécu trop longtemps, sans que personne ne vous tende la main. Oui, dit-elle, c'est moi. La femme à côté de lui, Mercedes, était assise dans un fauteuil roulant, rapetissé, comme si la vie l'avait lentement repliée. Elle plissa les yeux, comme pour arracher une vieille image de sa mémoire. Le notaire s'interrompit. L'avocat de l'autre côté s'éclaircit la gorge, comme s'il pouvait ainsi transformer l'instant en une affaire ordinaire. Mais ce n'était pas une affaire, pas pour Clarisse. Clarisse, murmura le colonel, et dans ce nom résidait soudain tout ce qu'il n'avait pas osé prononcer depuis 15 ans. Il agrippa le bord de la table, comme s'il devait se retenir pour ne pas tomber. Ma fille. Ce mot la frappa comme une main qui arrive trop tard. Fille. Il l'avait dit une fois, dans l'obscurité, quand personne ne regardait. Et le lendemain, il l'avait chassée devant tous. Ma fille, répéta-t-il, et sa voix tremblait maintenant ouvertement. Tu es de retour. Clarisse sentit quelque chose s'agiter en elle, une vieille douleur qui savait encore où résider. Elle se força à rester calme. Je suis de retour, dit-elle, mais pas comme la fille que tu as chassée. Le colonel déglutit. Ses yeux papillonnèrent entre son visage et le papier sur lequel son nom était inscrit, en tant que vendeur, en tant que celui qui cède ce qui fut autrefois tout. Tu as... tu as acheté ma terre? Il semblait qu'on lui avait enlevé le sol sous les pieds. Et c'était peut-être exactement ce qui s'était passé. Clarisse regarda les documents, les lignes proprement imprimées, et pensa aux nuits où elle s'était endormie le ventre vide. Au jour où elle avait appris, en secret, car le savoir n'était pas destiné à son ancienne vie, à la rue, à la poussière, à la honte. Elle leva de nouveau les yeux. « J'ai acheté la Fazenda Santa Rita », dit-elle. « Oui. » Mercedes laissa échapper un léger son, quelque part entre l'horreur et la reconnaissance. Le notaire n'osa plus faire semblant que cela ne le concernait pas. Il s'éclaircit la gorge une seconde fois, mais cette fois, cela sonnait comme un aveu d'impuissance. Le colonel serra les lèvres, comme s'il essayait de refouler le passé. « Pourquoi » demanda-t-il, et ce n'était pas une vraie question. C'était la dernière tentative d'un homme de négocier là où il n'y avait plus rien à négocier. Clarisse se pencha légèrement en avant. Pas agressivement, plutôt comme pour s'assurer que chaque mot atteignait sa cible. « Parce que tu as dit à l'époque que je n'étais pas ton problème, » dit-elle. « Parce que tu as affirmé devant tout le monde que je n'avais rien à voir avec toi. Parce que tu as détourné le regard quand elle m'a chassé de la maison. » Elle hocha à peine la tête en direction de Mercedes. « Et parce que j'ai décidé de ne plus jamais attendre que quelqu'un me concède mon existence. » Le colonel commença à pleurer, sans dignité, sans protection. Des larmes coulaient sur son visage, et cela ne ressemblait pas à une scène émouvante, mais à la fin d'une longue et dure erreur. « Clarisse, » murmura-t-il, « pardonne-moi. » C'était une phrase qu'elle avait imaginée pendant des années. Elle avait rêvé de la façon dont il la prononcerait,
de ce que l'on ressentirait lorsque le monde reconnaîtrait enfin ce qui lui avait été pris. Mais maintenant qu'il était devant elle, ce n'était pas doux. C'était amer. C'était lourd. C'était trop tard. Clarisse sentit ses doigts serrer plus fort le stylo. Une partie d'elle voulait bondir et crier, arracher toutes ces années d'elle pour qu'il la comprenne enfin. Une autre partie était fatiguée. Si fatiguée qu'elle ne pouvait plus porter que la vérité. « Lève-toi », dit-elle doucement. Il ne bougea pas immédiatement, comme s'il craignait que même ce mouvement ne lui soit plus permis. Puis il glissa lentement de sa chaise, les genoux sur le sol froid. L'homme qui faisait autrefois agenouiller les autres, maintenant lui-même à terre, devant l'enfant qu'il avait caché. La pièce retint son souffle. Clarisse le regarda et comprit que ce moment ne lui appartenait pas seulement. Il appartenait aussi à la fille qui avait pleuré derrière le manguier, à la fille qui, la nuit, restait allongée dans une pièce sombre, apprenant à se taire pour que personne ne la remarque. Elle leva le stylo, le reposa, et pendant un instant, sa main trembla de nouveau. Puis, elle écrivit son nom, lentement, clairement, inéluctablement. Et quand la dernière courbe de la signature fut tracée, elle leva les yeux, droit dans les siens, et dit, si calmement que cela sonnait presque comme un jugement. « À partir d'aujourd'hui, tu travailleras pour moi. » Elle ne le dit pas par haine. Cela rendait les choses pires. Elle le dit par conséquence. Le notaire s'éclaircit la gorge, comme s'il devait remettre le monde en ordre. « Les documents sont donc légalement valides, » dit-il hâtivement. Personne ne répondit. Personne n'eut besoin de le faire. Clarisse posa le stylo, comme s'il était soudain devenu lourd. Elle sentit que ce n'était que le début. Pas le début du triomphe, comme elle l'avait imaginé autrefois, mais le début de ce qu'elle craignait le plus, le moment où la vengeance ne ressemblerait plus à de la vengeance, mais à une décision sur la personne qu'elle serait désormais. Elle se tourna vers la porte, prit une profonde inspiration et resta immobile un instant avant de partir, car derrière elle, par terre, pleurait un père qui avait trop tard compris ce qu'il avait perdu. Et en elle, profondément, une fille retenait son souffle, attendant de voir si cette histoire pouvait vraiment se terminer différemment. Elle n'avait jamais vraiment fait partie de cette maison, même si elle y avait grandi, même si elle connaissait chaque pierre de la cour et chaque fissure des murs. Clarisse apprit tôt à se faire petite, à marcher sans bruit, à ne pas attirer l'attention. La Fazenda Santa Rita était grande, fière, visible de loin. Mais pour elle, elle n'existait que par ses marges, depuis la cuisine, l'arrière-cour, le réduit humide où elle s'allongeait la nuit, retenant son souffle quand les rats couraient sur le sol. En 1995, dans l'arrière-pays du Pernambuco, régnait un ordre que personne ne remettait en question. Le colonel Augusto était assis sur la véranda, buvant son café et décidant de la vie et du travail des autres, comme si c'était une évidence. À l'intérieur, la grande famille, à l'extérieur, le monde qui servait. Et quelque part entre les deux, Clarisse, l'enfant dont on ne parlait pas. La fille d'une femme qui avait été trop belle pour son propre destin et trop faible pour rester. Sa mère Rosa mourut jeune, d'épuisement, de chagrin, peut-être aussi de la prise de conscience que l'amour sans reconnaissance ne protège rien. Clarisse avait 5 ans lorsqu'elle comprit que sa mère ne reviendrait jamais. Personne ne le lui expliqua. On cessa simplement de parler de Rosa, comme on cessa de regarder Clarisse. À partir de là, elle fut utile. Elle portait de l'eau, traînait du bois, nettoyait les casseroles, lavait le linge, toujours pieds nus, toujours trop lentement au goût de Donna Mercedes. La femme avait une voix qui coupait. Un regard suffisait à faire sentir à Clarisse qu'elle était de trop, même en restant invisible. Elle mangeait quand tout le monde avait fini. Elle portait ce qui restait. Elle dormait là où il n'y avait pas de lumière. Et elle apprit à ne pas poser de questions. Pas pourquoi elle était traitée différemment. Pas pourquoi les enfants de la maison allaient à l'école pendant qu'elle regardait depuis la porte. Pas pourquoi l'homme dont elle reconnaissait les yeux dans le miroir ne l'appelait jamais par son nom quand il y avait d'autres personnes. Pourtant, Clarisse écoutait. Elle observait. Pendant que les autres apprenaient, elle apprenait en secret. Elle mémorisait des lettres, des chiffres, des connexions.
Elle écrivait des mots avec un bâton dans la poussière, les effaçant rapidement, de peur que quelqu'un ne voie qu'elle voulait plus que simplement fonctionner. Ses mains étaient celles d'une adulte, son regard celui d'une enfant qui avait trop tôt compris que personne ne viendrait la sauver. Les jours suivaient un rythme qui ne laissait aucune place au rêve. Se lever avant le lever du soleil, travailler jusqu'à ce que les bras brûlent. Le soir, s'effondrer épuisé sur la natte et pleurer doucement pour que personne n'entende. Parfois, elle pensait à sa mère, à son odeur, aux quelques moments chauds qui étaient restés. Et parfois, elle se demandait s'il y avait quelque part dans le monde un endroit où elle aurait pu simplement être une enfant. Dans cette maison, Clarisse apprit ce qu'est la honte. Non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que d'autres avaient décidé qu'elle était une erreur. Elle apprit aussi que le silence protège, et que la patience peut être une arme quand on n'a rien d'autre. Elle ne savait pas encore où cette patience l'amènerait, mais quelque chose en elle commençait déjà à grandir, silencieusement, avec persistance, comme une plante dans un sol sec. Personne ne le remarqua, et c'était précisément son avantage. Le tournant survint un de ces après-midi où la chaleur elle-même rend les pensées paresseuses. Des visiteurs avaient été annoncés, des hommes de la ville, des chemises propres, des voix fermes. Pour le colonel, cela signifiait le respect, pour la maison, cela signifiait de l'agitation. Pour Clarisse, cela signifiait devenir encore plus invisible que d'habitude. Elle portait le plateau de café et de pâtisserie sur la véranda, le regard baissé, les pas prudents. Ses mains tremblaient, non de faiblesse, mais de tension. Elle savait à quelle vitesse un mauvais regard pouvait attirer des ennuis. Les conversations portaient sur la terre, l'argent, le pouvoir. Puis l'un des hommes dit quelque chose qui changea l'atmosphère. Il rit négligemment et remarqua que la fille avait les mêmes yeux que le colonel, le même front, qu'on ne pouvait pas manquer une telle chose. Pendant un instant, même la chaleur sembla s'arrêter. Clarisse sentit son cœur battre plus vite, comme si quelqu'un avait prononcé son nom sans le dire. Le colonel s'éclaircit la gorge. Son regard la frappa durement, coupant. Apparentée, dit-il en grimaçant. Non, juste une fille qui travaille ici. Fille d'une femme quelconque. Cela n'a rien à voir avec moi. Sa voix était ferme, presque méprisante, comme s'il devait régler quelque chose une fois pour toutes. Ces mots coupèrent plus profondément que n'importe quelle gifle. Non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils furent prononcés devant tous. Clarisse baissa les yeux, déposa le plateau, comme si elle n'avait rien entendu. Elle termina son travail, quitta la véranda avec un vague excuse et sortit dans la cour. Derrière le manguier, où personne ne pouvait la voir, elle s'effondra. Elle ne pleura pas bruyamment. Elle pressa ses mains sur sa bouche et laissa les larmes venir, silencieuses, amères, épuisées. À ce moment-là, quelque chose mourut en elle. Et autre chose naquit. Pas une colère bruyante, pas un désir de vengeance, plutôt une froide clarté. La prise de conscience qu'elle n'aurait jamais sa place ici, que l'attente était inutile, que si elle voulait survivre, elle devrait partir un jour. Cette nuit-là, le colonel vint la voir, non pas comme maître de la maison, mais comme un homme honteux. Il parla doucement, regardant autour de lui, comme si l'obscurité elle-même pouvait écouter. Il l'appela sa fille et expliqua pourquoi il ne pouvait pas le faire en plein jour. La paix dans la maison, dit-il. La peur de sa femme, des commérages, des conséquences. Clarisse l'écouta sans l'interrompre, puis elle dit, calmement, clairement, sans trembler, qu'il se cachait, qu'il préférait faire comme si elle n'existait pas plutôt que d'assumer ses responsabilités. Elle lui dit qu'un jour viendrait où il aurait besoin d'elle, et qu'alors il comprendrait ce qu'il avait perdu. Le colonel ne répondit pas. Il retourna à la maison, et ses pas sonnaient plus lourds qu'auparavant. Clarisse resta seule, sous le ciel ouvert, et sut que ces mots n'avaient pas été prononcés par colère. Ils étaient une promesse, à elle-même. Elle ne se doutait pas encore à quel point tout allait bientôt s'effondrer. Mais elle sentait que le temps du silence touchait à sa fin. Cela arriva quelques jours plus tard, un matin qui ne promettait rien de particulier. Donna Mercedes avait décidé de vider le débarras, cet endroit sombre où atterrissait tout ce qu'on ne voulait plus voir. Clarisse étendait le linge dehors quand elle entendit les cris. Pas des ordres, pas les réprimandes habituelles, mais une colère brute, sans filtre. Un son qui signifiait le danger.
Quand Clarisse courut dans la maison, elle vit la boîte dans les mains de la femme, vieille, jaunie, oubliée depuis trop longtemps. Par terre gisaient des lettres déchirées, piétinées. Des mots d'amour, des promesses, un nom encore et encore. Le nom de sa mère. Et en dessous, noir sur blanc, la vérité qui n'avait jamais été prononcée. L'écriture du colonel, son aveu, son enfant. Clarisse resta figée, incapable de bouger. Donna Mercedes déchira les lettres à main nue, comme si elle voulait déchirer le passé lui-même. Elle cria que tout n'était qu'un mensonge, qu'on l'avait trompée. Sa colère avait besoin d'une cible, et elle la trouva. Le colonel apparut dans l'embrasure de la porte. Un instant, il parut perdu, comme quelqu'un qui arrive trop tard. Puis se produisit ce que Clarisse n'oublierait jamais. Il choisit la voie la plus facile. Il dit que c'était fini, que Rosa était morte, que la fille ne faisait plus partie de leur vie, que Clarisse devait partir, maintenant. Les mots la frappèrent physiquement, non pas comme un choc, plutôt comme un lent effondrement. Elle le regarda, cherchant un reste de l'homme qu'il avait appelé fille la nuit. Mais il évita son regard. Ce fut le moment où elle comprit qu'elle était seule. Clarisse ne dit rien. Elle hocha seulement la tête, comme si elle s'était attendue à cette décision depuis longtemps. Elle ramassa ses quelques affaires, des vêtements qui tenaient à peine, une paire de vieilles chaussures, le souvenir d'une mère. Donna Mercedes l'observait, comme si même le fait de partir était une menace. Avant que Clarisse ne quitte la propriété, elle se rendit au petit cimetière en bordure de la fazenda. La tombe de sa mère était simple, une croix en bois rudimentaire, la terre dure et sèche. Elle s'agenouilla, posa la main sur le sol et promit doucement qu'elle ne disparaîtrait pas comme tant de choses ici, qu'elle reviendrait. Non pas pour supplier, mais pour montrer ce qu'elle était devenue. Alors qu'elle descendait le chemin, la poussière sous ses pieds, elle ne se retourna pas. À 16 ans, sans argent, sans but, elle laissa son enfance derrière elle. La fazenda Santa Rita resta là, grande et immobile sous le soleil. Clarisse ne savait pas qu'il lui faudrait 15 ans pour revenir, mais elle savait qu'elle ne reviendrait pas la même. Le chemin vers la ville fut plus long qu'elle ne l'avait imaginé. 3 jours sur des routes poussiéreuses, des trajets en camion, des nuits à la belle étoile. Quand Clarisse atteignit São Paulo, elle était épuisée jusqu'aux os, les pieds enflés, le regard vide. La ville était bruyante, étrangère, impitoyable. Des gratte-ciel au lieu de champs, des voix au lieu du vent. Personne ne l'attendait. Personne ne savait qui elle était. Les premières nuits, elle dormit sur la Praça C. Le sol était froid, la faim la rongeait, et chaque bruit la faisait tressaillir. Elle apprit vite à quel point on peut facilement être ignoré quand on ne possède rien. Les gens passaient devant elle, à travers elle. Parfois, elle trouvait des restes de nourriture, parfois rien. La honte devint une compagne constante, mais elle ne se laissa pas abattre. Pas complètement. Le 3e jour, elle se leva, se lava le visage à une fontaine et commença à frapper aux portes. Elle proposait son travail, n'importe quel travail. Les réponses étaient toutes les mêmes. On demandait des papiers, des références, l'origine. Quand elle dit « Pernambuco », les visages changèrent. Le rejet vint poliment ou ouvertement avec mépris. Chaque porte fermée faisait mal, mais elle continua. Elle n'avait plus rien à perdre. En fin d'après-midi, elle s'arrêta devant un petit magasin. Rien de spécial. Mercerie, tissu, une pancarte manuscrite. Le propriétaire, un homme âgé avec un fort accent, était en train de fermer. Clarisse demanda s'il avait besoin d'aide. Sa voix était calme, bien qu'elle tremblât intérieurement. L'homme la regarda longuement, non pas en la jugeant, plutôt en cherchant. Il ne demanda pas de papier. Il demanda où elle dormait. Quand elle dit la vérité, il se tut un instant trop longtemps. Puis, il lui offrit une petite pièce derrière le magasin. Du travail contre un logement. Peu d'argent, mais de la nourriture, un lit, une chance. Clarisse accepta sans hésiter. Cette nuit-là, elle dormit pour la première fois depuis des jours dans une pièce avec des murs. Et pleura doucement, non de tristesse, mais de soulagement. Elle travailla dur, observait tout. Comment on vendait, comment on calculait, comment on négociait. Elle posait des questions, apprenait vite, ne faisait pas 2 fois la même erreur. L'homme, Manuel, vit ce que les autres n'avaient pas vu.
Il vit une fin de compétence, pas de pitié. Clarisse grandit dans ce travail, petit à petit. La ville restait dure, mais elle commença à l'écouter. Parfois, la nuit, elle pensait à la fazenda, au manguier, aux mots qu'elle avait prononcés. Et elle savait que chaque jour passé ici était un pas qui l'éloignait de la fille qu'on avait chassée. Avec le temps, Clarisse cessa de simplement survivre. Elle commença à comprendre. Le petit magasin n'était pas un refuge, c'était une école. Manuel travaillait avec rigueur, mais équitablement. Il n'expliquait rien d'inutile, attendait attention, discipline, présence. Clarisse absorbait tout. Elle apprit à lire les prix, à évaluer les visages, à reconnaître le bon moment pour céder ou pour tenir bon. Les chiffres ne lui faisaient plus peur. Ils devinrent des outils. Après quelques mois, elle remarqua quelque chose que d'autres ne virent pas. Des femmes venaient souvent, achetaient du fil et des aiguilles, demandèrent des tissus que le magasin ne vendait pas. Clarisse en parla prudemment, sans exiger. Manuel écouta, sceptique, mais ouvert. Il la laissa essayer. Elle alla chez des grossistes, négocia, ramena de la marchandise qui se vendit. Vite, trop vite pour être un hasard. Le magasin changea. Les clients revinrent, en amenant d'autres. Le chiffre d'affaires augmenta. Avec le succès vint l'envie, des regards dans la rue, des remarques acerbes, des rumeurs. Une étrangère, une nordestina, trop de succès, trop visible. Clarisse connaissait ces regards. Elle les connaissait d'avant. Cette fois, elle ne baissa pas la tête. Manuel commença à lui faire davantage confiance. Il la laissa décider, négocier, planifier. Le travail devint responsabilité. De la responsabilité naquit la confiance en soi. Des années passèrent. Un magasin devint plusieurs. Clarisse économisa, investit, apprit la nuit, lisant tout ce qu'elle pouvait trouver. Extérieurement, elle changea. Vêtements, posture, langage. Intérieurement, le souvenir resta vif. Un jour, elle entendit par hasard un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Santa Rita, la fazenda, son père. On disait qu'il devait vendre. Dette, sécheresse, décadence. La nouvelle ne la frappa pas comme un coup, mais comme un lent éveil. Quelque chose qui avait dormi longtemps ouvrit les yeux. Cette nuit-là, Clarisse ne put dormir. Elle marcha dans son appartement, but du café, regarda les lumières de la ville par la fenêtre. Elle pensa à l'homme qui l'avait reniée, à la femme qui l'avait chassée, à la fille qu'elle avait été, et à la femme qu'elle était maintenant. Au matin, elle savait ce qu'elle allait faire. Clarisse n'agit pas impulsivement. Elle fit ce qu'elle avait appris. Elle recueillit des informations, fit vérifier, calculer, confirmer. Rapport après rapport, tout dévoila ce qui restait de Santa Rita. Dettes, bétail perdu, hypothèque. Une terre qui avait autrefois signifié le pouvoir était devenue un fardeau. Son père était vieux, affaibli, seul. La famille qu'il avait défendue était partie quand il n'y avait plus rien à prendre. La pensée de la vengeance n'était pas bruyante. Elle était froide, précise. Clarisse décida que son nom ne devait pas apparaître. Elle ne voulait pas de dispute, pas de négociation, pas d'explication. Juste la conséquence. Par l'intermédiaire d'hommes de paille, elle fit une offre, basse, légale, inévitable. La réponse vint plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Il n'avait pas le choix. Quand elle retourna au Pernambuco, elle le fit sous un faux nom. Le paysage l'accueillit avec la même chaleur, la même poussière, le même ciel. Pourtant, rien ne semblait pareil. La route vers la fazenda était sillonnée, les clôtures en ruine. La terre paraissait fatiguée. Elle arrêta la voiture et regarda de loin la maison qui avait autrefois tout été. Elle avait rapetissé, ou elle avait grandi. Elle vit son père sur la véranda, courbé, lent, occupé à un travail qu'il aurait autrefois laissé à d'autres. Dona Mercedes se déplaçait avec difficulté, malade. Clarisse ressentit quelque chose d'inattendu. Pas de triomphe, pas de joie, juste une lourdeur silencieuse. Un vieil ouvrier ne la reconnut pas, parla ouvertement. Il raconta que le colonel appelait son nom la nuit, qu'il parlait de remords, que la solitude était pire que la perte de la terre. Clarisse écouta sans se faire connaître. Les mots restèrent en elle, dérangeants, inconfortables. Cette nuit-là, elle resta éveillée.
Tout était préparé. La date était fixée. 15 ans avaient tout mené à ce moment. Et pourtant, il y avait maintenant un doute qui ne voulait plus disparaître. Non pas parce qu'elle avait oublié ce qu'on lui avait fait, mais parce qu'elle voyait ce qu'était devenu celui qui l'avait fait. Au matin, elle se rendit à l'hôtel, se retira, regarda son reflet. Elle reconnut la femme. Mais elle reconnut aussi l'enfant derrière elle. L'après-midi, la signature aurait lieu. Et peu importe comment cela finirait, rien ne serait plus comme avant. Le matin de la signature débuta par une nouvelle qui ébranla tout. Son père avait été hospitalisé pendant la nuit. Problème cardiaque, épuisement. Les médecins avaient conseillé d'éviter toute excitation. Clarisse était assise sur le bord du lit, le téléphone à la main, et sentit quelque chose se contracter en elle. Pendant 15 ans, elle avait travaillé pour ce jour, et maintenant, il menaçait de se transformer en quelque chose d'incontrôlable. Peu après, l'avocat appela. Le colonel avait insisté pour venir quand même. Il voulait signer coûte que coûte, non par orgueil, dit l'avocat, mais par un étrange reste de sens du devoir. Clarisse raccrocha et resta longtemps assise. L'homme qui l'avait autrefois chassé sans hésiter risquait maintenant sa santé pour tenir une promesse. Le monde n'était plus aussi clairement ordonné que dans ses souvenirs. Elle s'habilla lentement, choisit une robe simple, rien de voyant. Elle se regarda dans le miroir et se demanda si cette femme était vraiment celle qu'elle avait voulu devenir. Sous le contrôle, sous la froide façade, se cachait une fatigue qu'elle ne pouvait plus refouler. Quand elle quitta l'hôtel, elle se sentait mal de tension. Dans l'étude du notaire régnait un silence qui ne correspondait pas au lieu. Son père fut poussé à l'intérieur, pâle, amaigri, à peine reconnaissable. Donna Mercedes était assise à côté de lui, tout aussi brisée. Clarisse resta debout, les regarda tous les deux et sentit les images du passé et du présent s'entremêler. L'homme devant elle n'était plus le colonel devant qui elle avait jadis tremblé. C'était un vieil homme qui avait tout perdu. Le notaire commença à lire. Des mots sur la terre, des chiffres, la propriété. Clarisse écoutait à peine. Elle observa les mains de son père, comment elles agrippaient le bord de la table. Quand il signa, des larmes coulèrent sur son visage. Pas de grands pleurs, plutôt un abandon silencieux. Quand le stylo fut poussé vers elle, elle marqua une pause. Ce moment n'était pas une victoire, c'était une épreuve. Elle écrivit son nom, et puis elle parla. Elle dit qui elle était. Elle vit son visage se figer, la reconnaissance se faire jour. Il s'agenouilla, incapable de rester debout. Il demanda pardon, sans exigence, sans défense. C'était l'image d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Clarisse le regarda longtemps. 15 ans de colère, de douleur et de planification se tenaient entre eux. Pourtant, à cet instant, elle sentit que la vengeance ne pouvait plus rien lui apporter. Elle l'aida à se relever, non par pitié, mais par clarté. Elle dit qu'elle pardonnait pour se libérer elle-même, que la terre lui appartenait, non comme une punition, mais comme le résultat de son chemin, qu'il y avait des conséquences, mais aussi une possibilité de continuer à vivre. Quand elle quitta le bâtiment, l'air était lourd, mais clair. Le passé n'était pas effacé, mais il ne la contrôlait plus. Clarisse savait qu'elle avait mis fin à quelque chose sans tout détruire, et peut-être était-ce la seule victoire qui comptait. Les mois qui suivirent furent bien plus calmes que Clarisse ne l'avait imaginé. Pas de grands gestes, pas de sentiment de triomphe, seulement du travail. Elle investit dans la terre, répara les clôtures, apporta de nouveaux animaux, embaucha des gens qui étaient restés quand tout le reste s'effondrait. La fazenda Santa Rita commença lentement à respirer. Non pas comme avant, mais différemment, plus sobrement, plus honnêtement. Son père travaillait. Chaque matin, il se présentait, demandait ce qu'il y avait à faire, accomplissait des tâches simples avec le sérieux d'un homme qui ne voulait plus rien prouver. Il n'y eut pas de longues conversations entre eux, parfois seulement des regards, prudents, hésitants. Donna Mercedes emménagea dans une maison plus petite, vécut retirée, plus silencieuse que jamais. Clarisse la laissa tranquille, non par oubli, mais par démarcation. Un soir, Clarisse était assise sous le manguier, le même endroit où elle avait pleuré enfant. Le vent agitait les feuilles, exactement comme à l'époque. Son père s'approcha lentement, s'assit à une certaine distance. Longtemps, ils ne diront rien.
Puis il demanda si elle était heureuse. Clarisse réfléchit, plus longtemps que prévu. Elle dit qu'elle apprenait à l'être, que la paix ne venait pas soudainement, mais grandissait, comme tout ce qui devait durer. Il hocha la tête, dit qu'il avait trop tard compris ce qui comptait vraiment, que le pouvoir n'était rien sans courage, et la famille rien sans reconnaissance. Clarisse écouta sans contredire. Certaines prises de conscience ne viennent que lorsqu'il n'y a plus rien à gagner. Cette nuit-là, elle dormit paisiblement, non pas parce que tout allait bien, mais parce qu'elle avait cessé de lutter contre le passé. Elle lui avait donné une place sans lui laisser le contrôle. La fille qu'on avait chassée n'avait pas disparu. Elle avait grandi et avait décidé que sa vie pouvait être plus qu'une réponse à l'injustice subie. La fazenda Santa Rita appartenait désormais à une femme qui savait ce que signifiait la perte et ce que cela coûtait de ne pas devenir amère. Clarisse avait appris que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une limite. Une limite que l'on trace pour pouvoir avancer. Et peut-être était-ce là sa plus grande force. Le lendemain matin, Clarisse parcourut seule la terre. Elle vit les sillons dans le sol, les nouvelles clôtures, les traces de travail encore fraîches. Tout semblait inachevé, mais vivant. Elle se sentait elle-même ainsi, non pas guérie, non pas exempte de souvenirs, mais prête à assumer des responsabilités sans se perdre. Elle pensa à son polo, à Manuel, aux années où elle avait appris que la dignité n'est pas quelque chose qui vous est donné. On la gagne, silencieusement, persévéramment, souvent sans témoin. Elle savait qu'elle reviendrait pour ne pas abandonner son autre vie. La fazenda n'était pas un substitut à ce qu'elle était devenue. Elle en faisait partie. Avant de partir, elle s'arrêta une fois de plus et regarda en arrière. Non pas avec colère, non pas avec fierté, mais avec un calme qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. L'histoire de son origine l'accompagnerait, mais elle ne la dirigerait plus. Clarisse avait compris que la justice ne réside pas dans l'humiliation, mais dans la création. Non pas dans l'oubli, mais dans le fait d'avancer. Elle quitta ainsi Santa Rita, sans hâte, non pas comme l'enfant qu'on avait chassé, et pas non plus comme une victorieuse, mais comme quelqu'un qui avait appris à transformer la douleur en direction. Et c'est précisément là que résidait son nouveau départ. Il n'émut pas d'applaudissements pour cette fin, pas de foule qui comprit ce qui s'était réellement passé. Clarisse savait que le monde ne verrait jamais son histoire dans toutes ses strates. Pour beaucoup, elle n'était qu'une femme qui avait réussi. Pour d'autres, la fille qui était revenue pour mettre de l'ordre. Mais pour elle-même, c'était autre chose. Elle avait appris que l'origine n'est pas un jugement, que l'humiliation n'a pas le dernier mot, et que le pouvoir sans humanité reste vide. Tout ce qu'elle avait construit n'était pas né de la haine, mais du refus de se laisser briser. Le passé l'avait façonnée, mais elle ne lui avait pas permis de la définir. Clarisse continua d'avancer, avec ces deux mondes en elle. Celui de la fille qu'on avait chassée, et celui de la femme qui avait appris à prendre sa propre place. Non pas pour prouver qu'elle valait plus que les autres, mais pour enfin se prendre au sérieux. Certaines blessures ne disparaissent jamais complètement, mais elles peuvent cesser de saigner. Et parfois, c'est précisément cela qui suffit pour recommencer. L'histoire de Clarisse ne se termina pas sur un accord final retentissant. Elle se termina doucement, comme se terminent de nombreuses vies réelles. Sans réponse définitive, sans ligne nette, mais avec une direction. Elle retourna à son travail, aux décisions que personne ne prenait pour elle. Parfois, elle pensait encore à la fille dans l'arrière-cour, à la poussière sous des pieds nus, au silence qui la protégeait alors. Cette fille n'avait pas disparu. Elle était restée une partie d'elle, mais elle ne la définissait plus. Clarisse avait compris quelque chose qu'on ne peut apprendre quand tout vous est donné, que la dignité ne naît pas du fait d'avoir raison, mais du fait de ne pas devenir comme ceux qui vous ont blessé. Elle avait pris ce qui lui revenait et lâché ce qui l'aurait détruite. Peut-être n'était-ce pas une fin heureuse au sens classique, mais c'était une fin honnête, une fin qui laissait de la place pour avancer, pour la responsabilité, pour une paix qui n'est pas parfaite, mais réelle. Et parfois, c'est précisément cela, la plus grande forme de rédemption.